Bonjour tout le monde, ici Jérémy Leblanc-Fontaine, donc bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines capsules vidéo et surtout à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je vais publier mes nouvelles vidéos. Vous pouvez aimer, partager cette vidéo, n'hésitez surtout pas, ça serait grandement apprécié. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit retour en fait sur une vidéo que j'ai tournée il n'y a pas très longtemps sur le concept des os exposés à droite de l'histogramme et tout ça. Et bon, je pense que le message que je voulais faire passer n'était pas, n'a peut-être pas nécessairement passé exactement de la bonne manière. En fait, après avoir publié cette vidéo-là, bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé bon, des tests qui avaient été faits un peu plus poussés et tout ça. Bon, moi, d'abord, d'entrée de jeu, en fait, l'analyse que j'en faisais, c'était pas une analyse qui était très scientifique dans le sens où je me basais sur mon expérience personnelle. Donc, j'ai pas testé tous les boîtiers, j'ai pas testé plusieurs marques de boîtiers, donc j'ai testé des équipements que j'ai en fait, donc mon 810, mon D500 également. Donc d'abord, mon expérimentation se limitait à ces boîtiers-là. D'abord, donc je tenais à préciser cela. Et également, quand moi je fais des revues d'équipements ou que je fais que je donne mon opinion en fait sur certains équipements, nouveaux objectifs, des boîtiers, tout ça, ça reste justement un feeling. Donc ça part de mon expérience personnelle et donc je fais pas de test, mettons, pour un objectif pour mesurer la netteté. Donc c'était un peu la même chose avec ma dernière vidéo. J'ai pas fait de test pour vraiment mesurer le bruit précisément. Je sais pas s'il y a une manière en fait de mesurer ça. Mais d'abord, bon, donc dans cette vidéo-là, ce que je voulais montrer essentiellement, c'est que bon, il y avait d'abord le concept de photographie à droite de l'histogramme. Donc c'est quand on poussait l'information à droite d'un histogramme, on allait chercher en fait plus d'informations dans notre image et de cause à effet, donc on allait réduire le bruit dans notre image. Puis en fait, c'est que en faisant des tests avant et tout ça, c'est que je m'étais rendu compte que oui, c'est vrai, sauf si on utilise l'ISO pour ramener l'histogramme à droite. Donc, si on utilise l'ouverture, on rouvre l'ouverture, si on utilise le temps d'exposition pour pousser, en fait, notre histogramme à droite, oui, c'est vrai, en fait, on va réduire le bruit dans notre image. Donc, si on vient compenser une image qui est sombre en post-production, on vient rajouter du bruit dans notre image. Donc ça, c'était quelque chose que je savais, que beaucoup de gens savaient. Donc c'est quelque chose que j'ai testé dans cette vidéo-là et qui s'est avéré vrai. Sauf que en fait, c'est quand on le fait avec la sensibilité dans l'appareil, ce que j'ai trouvé en fait, c'est que même si on va compenser en post-production de 3 ou 4 stops, en fait, c'est que si on compense dans l'appareil directement ou en post-production, c'est qu'on ajoute la même quantité de bruit. Et donc, c'est sûr que, bon, à la prise de vue, c'est toujours mieux d'avoir une image qui est déjà prête à être utilisée. Donc, c'est moins de travail par la suite. Juste de regarder les images derrière le boîtier, quand ils sont super sombres, on peut moins voir notre composition, tout ça. Donc, c'est sûr que c'est mieux à la prise de vue d'avoir une exposition qui est déjà bonne. Sauf que si jamais on fait une erreur, on a déjà notre vitesse qu'on va avoir, l'ouverture qu'on va avoir, et il nous restait juste l'ISO à régler, puis finalement, on l'a raté, on l'a pas fait de la bonne manière. Donc à ce moment-là, on peut toujours aller rattraper en post-production et on perd pas nécessairement de qualité d'image. Donc c'est principalement ce que je voulais prouver, c'est ce que je voulais montrer en fait avec cette vidéo-là. Et la petite nuance que je voulais faire également, c'est à quel point ça avait changé ma manière de photographier. Parce que par exemple, en photographie animalière, ça arrive souvent que soit, mettons, quand on travaille à contre-jour, on va avoir par exemple une zone de lumière qui est très très forte quand notre animal va passer directement devant la source de lumière qui est notre soleil. Donc à ce moment-là, on va avoir une exposition qui va être adéquate à la lumière du soleil. Et là, il fait juste se tasser de quelques pieds, quelques mètres tout juste à côté, et là, on est super sous-exposé. Donc, habituellement, en photo animalière, si jamais, justement, on utilisait le mode, en fait, en manuel, donc où on règle nos réglages en manuel, il fallait faire un choix. Il fallait soit exposer pour le soleil, ou exposer pour la scène à côté. Si on expose pour la scène à côté, notre animal passe devant le soleil, on brûle tout. Et à l'inverse, si notre animal passe devant le soleil, on fait notre mesure là, et il se tasse à côté, notre image est complètement sombre. Donc,
la petite nuance en fait qu'il y a à faire, c'est que présentement, en fait, moi j'ai décidé justement que j'allais exposer bien pour les hautes lumières, donc pour le soleil, et ensuite j'allais compenser si mon animal se tassait justement à côté. En fait, la seule différence de faire ça comparativement à l'autre, en fait, c'est par exemple faire la mesure de notre animal, c'est une fois que nos hautes lumières sont brûlées, donc ils sont partis. Donc on ne peut pas aller les rechercher par la suite. Donc c'est beaucoup plus risqué de faire notre mesure de lumière sur notre animal, puis qui risque justement de passer comme un animal sauvage, on ne sait jamais le mouvement que l'animal va faire. Donc, il y a quand même un risque de venir brûler les hautes lumières. Tandis qu'à l'inverse, c'est beaucoup plus safe, c'est beaucoup plus sécuritaire de faire notre mesure pour les hautes lumières, quitte à corriger justement en post-production. Donc, ça peut arriver justement pour les contre-jours, ça peut arriver en forêt aussi, si par exemple on a un animal qui saute des arbres en arbre, ça peut être un animal, ça peut être un oiseau. Et si on ne veut pas brûler notre arrière-plan, si on ne veut pas brûler le ciel qui est derrière, par exemple, là, à ce moment-là, on peut faire notre mesure de lumière pour être sûr de ne pas brûler notre arrière-plan, notre ciel. Et ensuite, on fait juste tout simplement compenser en post-production. Bon, il y en a qui vont dire, disons que ça met beaucoup l'emphase sur le post-traitement, sur le développement de l'image par la suite. Il y en a qui sont un peu puristes, qui vont dire qu'une bonne exposition, ça doit être dans le boîtier, point ligne. Bon, moi je suis un peu plus nuancé. Pour moi, le post-traitement, le développement de la photo, c'est une extension en fait du photographe. Puis en fait, c'est je dirais une manière de bien traiter, de bien développer une image. En fait, c'est de tirer au maximum en fait de notre fichier numérique qu'on va produire avec l'appareil photo. C'est de savoir en fait bien le traiter et bien le travailler. Puis si ça part aussi d'une idée à la base, quand moi je vais prendre la photo, je sais pertinemment, c'est pas une erreur en fait de sous-exposer. Donc ça me permet justement d'aller chercher, d'avoir de l'information partout dans mon image, de ne pas brûler mon arrière-plan. Donc à la prise de vue, je sais pertinemment ce que je vais faire en post-traitement sur mon fichier et je vais pouvoir venir justement rattraper un peu les lacunes de luminosité de la scène. Puis ça permet justement d'avoir à éviter d'utiliser un flash, d'avoir à ajouter de la lumière artificielle dans notre image. C'est principalement de cette manière-là que ça a changé vraiment ma manière de travailler. Je suis allé récemment avec mon ami Philippe Debrune photographier les marques d'Amérique en Ontario et j'ai utilisé cette technique-là pour justement pouvoir, on avait les marques qui se trouvaient dans des arbres, on est allé photographier également des hiboux, une petite nyctale entre autres, une toute petite chouette là, de quelques centimètres de haut. Et à ce moment-là, l'important c'était vraiment de ne pas brûler l'arrière-plan. Puis ensuite, j'ai pu aller chercher tout le détail dans mon image grâce à une petite vidéo d'ailleurs que j'ai mis dans ma dernière capsule publiée qui s'appelle le tri-processing ou le double processing, tout dépendant du nombre d'images qu'on va choisir. Donc, en utilisant justement la technique que je viens de vous présenter, ça m'a permis justement de ne pas brûler mon arrière-plan et d'aller chercher tout le détail dans mon oiseau. Donc c'est de cette manière-là, en fait, maintenant je ne me pose plus la question à savoir si j'expose justement en fonction de l'animal ou des hautes lumières, qu'il y a une possibilité en fait que l'animal aille sur lui. Donc tout simplement ce que je fais, c'est que je règle la vitesse que je veux avoir, je règle l'ouverture que je veux avoir, et ensuite, je vais mettre la sensibilité en fonction de mes hautes lumières. Et ensuite, je viens tout simplement corriger en post-traitement. Donc, j'espère que ça fait un petit peu plus de lumière sur ce concept. Donc, c'est quelque chose qui est, somme toute assez complexe, mais j'espère avoir vulgarisé un petit peu plus ma démarche photographique à ce propos. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à cliquer j'aime, à partager avec vos amis. Encore une fois, si ce n'est déjà fait, de vous abonner à ma chaîne, ça serait grandement apprécié. Et on se dit à la prochaine capsule. Allez, ciao, ciao!